Et salut à toi, cher abonné, cher auditeur, cher viewer. Je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Préadulte, le podcast où on discute du fait de plus être un adolescent et pas encore totalement un adulte. Aujourd'hui, mon cher ami, nous allons discuter d'un sujet assez sensible, assez délicat à aborder. Donc, c'est pour ça que je préfère commencer cet épisode avec un giga trigger warning. Dans cet épisode, nous allons parler des sujets de l'anxiété, de la dépression, des troubles du comportement alimentaire et de l'hémétophobie, qui est donc la phobie, la peur panique irrationnelle de vomir. Ce sont les 4 grands piliers de ma vidéo. Donc voilà, si tu es sensible à ces sujets, je t'invite à éventuellement aller regarder une autre vidéo ou tout simplement revenir à cet audio lorsque tu t'en sentiras prêt. Je vous mets aussi des numéros d'urgence ou des numéros de SOS Amitié si vous souhaitez discuter avec quelqu'un sans jugement. Voilà, ce sont des numéros qui sont gratuits et je vous invite à les appeler si jamais vous ressentez le besoin de discuter avec quelqu'un. Donc voilà, je vous invite à appeler ces numéros si jamais vous avez besoin de parler avec quelqu'un sans jugement. Voilà, ce sont des plateformes qui vous accueillent. Et voilà, je vous propose qu'on commence tout de suite. Donc dans cet épisode, je vais aller dans l'ordre chronologique des choses. Je vais vous parler de mon historique avec l'anxiété, de comment ça a commencé, et puis je vais remonter jusqu'à aujourd'hui pour vous parler un petit peu de ce que j'ai appris tout au long de ces années à vivre avec l'anxiété et où j'en suis aujourd'hui, tout simplement. Quel est mon lien avec l'anxiété aujourd'hui. Les troubles anxieux, les troubles dépressifs sont des maladies qui appellent donc à un diagnostic. Je vous invite à consulter votre médecin ou à consulter un thérapeute qui pourra vous aiguiller vers la solution qui vous conviendra le mieux si jamais vous êtes atteint de ces troubles-là. Voilà, ici on fait les choses bien, on fait les choses dans l'ordre. Et en tout cas, avant ça aussi, même vous avez juste besoin d'une personne qui va vous partager son ressenti avec ces maladies. Je suis là pour ça. C'est à ça que ça va servir cet épisode. Aujourd'hui, on va parler de ces sujets avec pas mal de légèreté parce que c'est quand même des sujets tellement lourds et tellement difficiles à aborder que je pense que c'est important que j'y apporte ma dimension, mon humour et que j'essaie de dédramatiser un petit peu la situation parce que c'est des sujets qui aujourd'hui sont vraiment très compliqués à aborder et aussi qui sont vraiment très compliqués. C'est très compliqué de vivre avec ça, vous voyez ce que je veux dire ? Donc écoutez, on commence tout de suite avec mon histoire avec l'anxiété. Donc moi, je suis atteint de troubles anxieux depuis l'âge symbolique de 10 ans. Voilà, ça fait donc 10 ans que je souffre d'anxiété. Ça a commencé où j'étais pas, en fait, je savais pas ce que c'était. Vous voyez, il n'y avait pas de mots sur ce que j'étais en train de vivre, ou il n'y avait pas vraiment de diagnostic sur la maladie que j'étais en train d'expérimenter. Ça s'est venu beaucoup plus tard, mais en fait, en prenant le recul aujourd'hui et en revenant sur le passé, je me suis rendu compte qu'en fait, cette maladie me suit depuis tard l'époque et que vraiment, c'est en moi depuis très longtemps, si ce n'est toujours en fait, Donc du coup, moi, ça a commencé en 2012. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait cette fin du monde prophétique. Les Mayas disaient qu'on allait tous crever dans des tsunamis et tout, etc. Et on y croit ou on n'y croit pas. Moi, j'y croyais dur comme fer. À l'âge de 10 ans, forcément, j'étais un peu crédule. Et puis alors, vraiment traumatisme, j'ai vu le film 2012. C'était... Waouh. Franchement, si c'était à refaire, je suis pas sûr que je le referais. Et donc du coup, il y a cette angoisse, ce stress de crever, qui arrive assez tôt dans ma vie. Et qu'est-ce qui se passe ? Je développe ce qu'on appelle une gastrite, qui est donc une maladie, une infection ou alors une irritation, c'est plutôt ça je pense, de la paroi intestinale qui provoque douleur abdominale. Et dans mon cas, c'est tout. Littéralement, c'est tout. Qu'est-ce qui se passe donc dans mon cerveau de jeune enfant ? J'ai jamais, et là on va rentrer dans le vif du sujet, je n'ai jamais aimé, comme tout le monde, vomir. Ça n'a jamais été une partie de plaisir pour moi, j'ai toujours eu des grosses crises de vomissement quand ça m'arrivait. Donc vraiment pas, vous voyez ce que je veux dire ? Vraiment on n'est pas sur une maladie, on n'est vraiment pas sur un détail agréable. Le problème, c'est que je contracte cette gastrite, ce qui fait qu'en fait, je commence à anticiper le fait de vomir, d'être malade, vu que j'ai des douleurs abdominales constantes. Donc du coup, en fait, je suis dans l'anticipation et je suis dans le quand est-ce que je vais vomir, en fait, parce que j'ai tellement mal que je me dis, c'est sûr, ça va arriver. Spoiler alerte, tout le long que j'ai eu cette maladie, et ça a duré quand même une bonne année, vraiment une bonne année, je n'ai jamais
vomi. Je n'ai jamais été malade et d'ailleurs la dernière fois que j'ai vraiment vomi à cause d'un aliment, à cause d'un truc que j'avais ingéré, mis à part l'alcool, mais bon ça me regarde, c'était avant ça. Voilà, la dernière fois que j'ai été vraiment malade à cause d'une gastro, j'avais genre 9 ans quoi. J'en ai 20 aujourd'hui, je vais en avoir 21. Donc c'est pour vous dire à quel point, et ça va être le mot, la phrase de cet épisode, votre anxiété vous ment. Votre anxiété est une grosse menteuse, voilà. On a l'impression qu'on parle d'une personne qui est discutée dans les chansons de Taylor Swift. Mais voilà, votre anxiété vous ment, on en parlera plus tard. Donc j'arrive avec ce starter pack au collège, finalement, puisque en 2012 j'avais 10 ans et j'allais rentrer au collège. Et donc du coup, je développe vraiment cette angoisse présente de vomir, d'être malade. Et du coup, ça se transforme en phobie sociale. Trop mignon. Vraiment, ça se développe finalement où en fait j'ai peur d'être malade devant tout le monde, j'ai peur d'être malade dans des situations sociales, par exemple prendre le bus, en cours, en sport. En sport, en sport, il y a toujours un mec ou une meuf qui a pris l'habitude de vomir en faisant demi-fond. Et donc du coup, moi j'étais là, mais genre, bah super, finalement, merci beaucoup pour ce moment. Excellent livre de Valérie Trierweiler. Pas du tout. Je sais pas pour qui je me prends là. Bref. Donc j'arrive au collège et donc je traverse mes 4 ans de collège en me faisant harceler et en étant angoissé à la mort parce que j'ai peur de dégueuler. Trop mignon. J'ai un gros bagage en fait. Bref, j'en arrive à la conclusion que la vie n'est pas facile pour qui que ce soit, mais la mienne n'est quand même pas facile pour un enfant de 10 ans. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est que j'arrive quand même au collège avec un bagage qui est quand même vachement difficile à se trimballer. Vous voyez ce que je veux dire ? Et du coup, je traverse, on va avancer un petit peu dans le temps, hein. Je traverse mes années collège, où au final, mes angoisses se calment un petit peu, et je fais pas de crise d'angoisse. J'en fais vraiment une de temps en temps, où en fait c'est plus un stress assez poussé, mais on va pas jusqu'à la crise d'angoisse. De toute façon, je vais expliquer plus tard ce que c'est, pour ceux qui savent pas, les petits chanceux d'entre vous. Je vous souhaite jamais de vivre ça, honnêtement. Et toutes les personnes qui souffrent d'attaques de panique vous le diront. Mais en fait, je traverse le collège en me surprotégeant. C'est-à-dire que je commence à être toxique pour moi-même puisque je développe des troubles du comportement alimentaire, hein. Je m'alimente très peu, vraiment très peu au collège. Le midi, je mange du pain et du fromage. Pourquoi ? Parce que j'ai peur de manger un truc qui n'est pas comestible à la cantine. Et en fait, voilà, je commence à suranalyser tout ce que je mange. Je m'autorise pas à manger des trucs gras, genre style McDo, enfin fast food, vous voyez ce que je veux dire. Je m'autorise pas à manger beaucoup alors que j'ai faim. En fait, voilà, je suis dans une surprotection de ma personne parce que j'anticipe le fait d'être malade plus tard. Et le fait d'être humilié, et je pense que c'est plutôt ça, hein, parce que c'était vraiment social, hein. Le fait donc de vomir, d'avoir cette réputation de mec qui a vomi dans la classe, vous voyez ce que je veux dire ? Il y a vraiment un cheminement mental qui se fait dans ma tête, et du coup, je commence à développer ces troubles du comportement alimentaire, alors que j'ai 12-13 ans, quoi. C'est pas normal, hein. C'est pas normal de vivre comme ça. Et il m'a fallu quand même assez longtemps avant de me rendre compte qu'il y avait un problème. Et moi, je constatais pas que c'était un souci, vous voyez, parce que j'étais tellement dans la surprotection que pour moi, je me faisais du bien, vous voyez. En fait, j'étais bénéfique pour moi-même, alors que c'était tout l'inverse, hein. J'étais littéralement en train de me détruire. J'étais en train de me détruire. Et je finis le collège, j'arrive au lycée. Et c'est là, finalement, que mon anxiété prend un tout autre tournant, puisque je commence à faire ce qu'on appelle des crises d'angoisse. Trop mignon, finalement. Donc du coup, l'attaque de panique est caractérisée par... Donc après, c'est propre à chacun. Parce que voilà, chacun vit l'angoisse de sa propre manière. Moi, mes attaques de panique se caractérisent, et encore aujourd'hui, par une sensation d'oppression au niveau du cœur, comme si mon cœur allait tomber. Évidemment, le stress dans les poumons, moi je le ressens énormément dans les poumons, mon stress, mais d'une manière beaucoup plus intense, des spasmes qui aujourd'hui, moi dans mes crises aujourd'hui, sont très violents, très 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 violents, mais j'en reparlerai plus tard quand je parlerai de mon anxiété aujourd'hui. Et évidemment des douleurs abdominales et une giga envie de gerber. Finalement, c'est hyper mignon, quoi, parce que quand t'as peur de vomir et que quand tu fais une crise d'angoisse, t'as envie de vomir, bah ça alimente le truc. Et du coup, tu crois ce que ton cerveau est en train de te dire que tu es malade, que tu vas vomir, alors que pas du tout. Pas du tout, ton cerveau est en train de te mytho ta mère, quoi. Et donc, encore une fois, votre anxiété vous ment, mais ce sera la phrase de fin.
Donc j'arrive au lycée et là je me dis c'est plus possible. Mon anxiété prend vraiment une place beaucoup trop importante dans ma vie. Je ne peux plus fonctionner correctement. J'arrête de manger et donc c'est là que ça a commencé à devenir dangereux parce que j'ai littéralement arrêté de manger en fait pendant quelques jours et c'est là que je me suis dit que il y a vraiment un souci quelque part et là il faut vraiment faire quelque chose. Donc mes parents m'ont orienté vers une sophrologue qui au final n'a pas du tout été la solution pour moi parce que alors avant de dire cette phrase, je tiens à rappeler que, évidemment, ce qui fonctionne pour moi au niveau thérapeutique ne fonctionnera pas peut-être pour vous. Comme ce qui fonctionne pour vous ne fonctionnera pas pour moi. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc quand j'ai consulté cette sophrologue, en fait, ça ne m'a absolument pas correspondu parce que j'avais pas besoin d'une meuf qui m'expliquait comment je devais respirer pour enrayer mes crises d'angoisse. J'avais besoin d'un suivi thérapeutique, j'avais besoin d'une personne à qui confier mes problèmes, qui m'aurait donné des clés pour affronter ces problèmes et à me détacher complètement de cette anxiété et vraiment à la mettre de côté. Ça n'a pas été le cas, donc en fait finalement je me suis dirigé vers la mauvaise personne et j'ai fait une séance avec elle et comme j'ai vu à la fin de la séance qu'elle en avait absolument rien à foutre de mon problème et qu'elle était juste là pour me dire « Alors pour respirer, il faut que tu fasses... » Ben en fait, je me suis dit « Je vais me débrouiller tout seul en fait. Même les professionnels, ils peuvent pas m'aider, donc moi je vais me débrouiller tout seul. » Et donc c'est là que j'ai commencé à devenir hyper indépendant dans ma vie parce que je me suis dit « Ok, vu qu'il n'y a personne qui est là pour t'aider, tu vas t'aider toi-même mon coco. Personne n'est là pour te gérer, pour te bouger le cul. Donc tu vas le faire toi-même. » Et certes, j'avais des gens autour de moi qui étaient là, qui m'aimaient et qui m'aidaient à leur échelle parce que forcément quand tu es une personne anxieuse, quand tu vois une personne anxieuse, c'est extrêmement difficile et j'en ai pas conscience et j'en avais pas conscience avant. C'est extrêmement difficile d'aider une personne qui est atteinte d'anxiété ou de troubles dépressifs parce que tu ne sais pas comment l'aider. Et le truc, c'est que tu peux apporter un soutien à une personne qui est atteinte de ces troubles, mais tu pourras jamais l'aider à les traverser, tu vois ce que je veux dire ? Parce que le travail doit venir de la personne. Une personne qui n'a pas envie d'être aidée, une personne qui n'a pas envie d'être sauvée, ne sera jamais aidée ni jamais sauvée. Et peu importe à quel point c'est difficile et à quel point tu essaies. Peu importe vraiment les moyens que tu mets en place pour aider cette personne. Si cette personne n'a pas envie d'être aidée, elle ne sera pas réceptive et tu ne l'aideras pas. Mais c'est pas de ton fait. Alors là, je m'adresse aux personnes qui ne sont pas atteintes de ce trouble et qui connaissent peut-être éventuellement une personne atteinte de ces troubles et qui donc regardent ce podcast pour se renseigner, pour savoir comment apporter une aide à cette personne. Si la personne qui donc du coup est atteinte de ce trouble autour de toi et que tu as envie d'aider ne veut pas être aidé, la seule chose que tu peux faire toi de ton côté, c'est de l'orienter vers peut-être éventuellement un professionnel ou tout simplement de lui offrir une épaule et de lui offrir un soutien moral. Mais rappelle-toi que tu n'es pas responsable de la guérison de cette personne. C'est hyper important que tu gardes ça en tête parce que tu ne peux pas avoir la vie de quelqu'un entre tes mains. Ce n'est pas sain pour toi et ce n'est pas sain pour la personne qui, du coup, va aussi peut-être ressentir une pression supplémentaire pour aller mieux, tu vois. Donc toi, tout ce que tu peux faire, c'est simplement lui offrir une épaule sur laquelle il peut pleurer, une personne à qui il peut se confier sans jugement. Tu peux lui apporter des conseils, bien sûr, il n'y a pas de souci, tu peux lui dire, écoute, fais ça, fais ça, fais ça. Mais voilà, cette personne a un travail à faire sur lui-même ou sur elle-même. Voilà, fin du disclaimer. En tout cas, si tu as envie d'aider cette personne et que tu te donnes les moyens d'aider cette personne, eh bien, tu es une super personne toi aussi et je te félicite parce qu'il y a vraiment très peu de personnes qui oseraient aider les autres à ce point. Bref, fin du disclaimer. Donc, on arrive à la fin de l'année de seconde où mon problème disparaît. C'est que je ne sais pas ce qui se passe, mais j'arrive à me détacher de mon anxiété et ça prend une tournure beaucoup moins dramatique, ça prend une dimension beaucoup moins compliquée. Pour une raison que j'ignore, je ne sais toujours pas pourquoi j'ai réussi à me détacher de ça maintenant, des années plus tard. Mais bon, tant mieux. Donc je change de lycée, comme je vous l'ai dit dans les épisodes précédents, où du coup je suis atteint maintenant plutôt d'anxiété sociale. En fait, c'est juste que j'ai peur de parler aux gens, j'ai peur d'aller vers les gens, de me faire des amis, etc. Et le côté hémétophobie disparaît un petit peu, il prend vraiment une dimension bien, bien différente. Donc en fait, je suis atteint d'anxiété, mais plus à cause de l'hémétophobie. Je suis juste anxieux maintenant. Juste anxieux parce que j'ai passé tellement d'années dans ma vie à suranalyser les situations, à suranalyser ce qui est en train de se passer autour de moi, que en fait c'est une habitude, c'est un mécanisme
de ma personne. Tu vois ce que je veux dire? C'est que maintenant, ça fait partie intégrante de moi et c'est comme ça que je fonctionne, c'est comme ça que j'appréhende le monde. Et aujourd'hui, avec le recul que je me dis, c'est vraiment, vraiment très triste que j'ai vécu ma vie comme ça. Malheureusement, c'est comme ça. Et aujourd'hui, ça m'a plus rendu fort qu'autre chose, même si honnêtement, j'aurais aimé ne jamais traverser ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que franchement, je me serais bien passé de ces épreuves. Et ma foi, on vit ce qu'on vit et on fait avec. Je fais mon année de première en toute tranquillité. Tout se passe super bien pendant cette année. Vraiment, je vis ma meilleure vie. Je suis toujours un peu anxieux socialement. Mais bon, ça, malheureusement, comme je vous l'ai dit dans l'épisode sur tisser des liens, je me suis foutu un coup de pied au cul. Oh non, c'est donc quitter le lycée. Je me suis foutu un coup de pied au cul et je me suis forcé à faire des choses dont j'avais pas envie, notamment aller à des soirées, faire des fêtes, rencontrer des gens, parce que je savais que ça allait m'être bénéfique. Et au final, je regrette absolument pas, parce que il faut faire les choses qui nous font peur. Bref. Dans la limite évidemment du consentement de tout à chacun, je précise. J'arrive en terminale, début terminale, et là, boum, tout ressurgit d'un coup sans prévenir et ça prend une ampleur, mais une ampleur gigantesque, c'est-à-dire que mes crises d'angoisse se caractérisent depuis ce jour-là, parce que maintenant aujourd'hui c'est encore pareil, par des spasmes, mais d'une violence et qu'il faudrait m'attacher sur une chaise pour me calmer. Une impression que je vais me fondre sur ma chaise, que je vais me imploser en fait, que je vais me recroqueviller sur moi-même, vous voyez, une angoisse mais d'une violence. Et j'ai rarement vécu des angoisses d'une telle violence. C'était horrible. C'est là que donc je me suis dit, Coco, là, va voir quelqu'un, fais les efforts. Donc au final, je parle à des personnes de confiance de ce problème. Je suis orienté vers un thérapeute qui me fait donc faire une thérapie comportementale qui m'a plutôt aidé, qui a été vachement utile parce que j'ai découvert beaucoup de choses sur moi-même avec cette thérapie. J'ai découvert beaucoup de choses sur la personne que je suis et mon environnement, ce qui m'a apporté évidemment tout au long de ma vie. Donc j'apprends énormément de cette thérapie et mon problème se calme. Je deviens beaucoup moins anxieux, je l'ai toujours dans un coin de ma tête. Et finalement, j'entre à la fac et ça commence à vraiment aller mieux, j'ai moins d'angoisse, je suis toujours un petit peu stressé par ce qui se passe autour de moi, mais c'est parce qu'en fait, je suis littéralement une personne sujet au stress et à l'angoisse. C'est comme ça que je fonctionne. C'est malheureusement ma manière d'appréhender le monde aujourd'hui. C'est que j'overthink absolument tout ce qui se passe. J'analyse toutes les situations et tous les scénarios et tout ce qui peut mal se passer ou bien se passer parce que je veux être préparé psychologiquement à la prochaine épreuve que je vais traverser. J'ai été conditionné comme ça, j'ai grandi comme ça. Malheureusement, ça n'est de la faute de personne, à part de mon cerveau qui est simplement construit de cette manière. Et il m'a fallu des années avant d'accepter ça, d'accepter cette condition, parce que aujourd'hui, je suis comme ça. Et je suis arrivé à la conclusion et j'ai que l'expression en anglais et ça m'énerve, donc je vais aller chercher sur Google Trad. I've come to terms with it. Je l'ai accepté. Non mais sérieusement Nathan, quelle est ma première langue en fait? J'ai fini par accepter que c'est la personne que je suis et que c'est la personne que je vais être toujours. Bon, ça j'en parlerai plus tard. J'arrive donc à la fac et je traverse donc 3 ans de licence. Et à partir de ma 3e année de licence, arrive, donc au début de cette année 2023, arrive un changement massif dans ma vie. C'est que la licence se termine, il va falloir faire un choix d'orientation, il va falloir faire un choix de vie. J'avais eu le temps d'expérimenter quelques travails, donc du coup j'avais déjà eu un pied dans le monde du travail. Mais là, je vais être projeté dans un monde inconnu. Je vais être projeté dans une nouvelle étape de ma vie dont je ne connais absolument rien. Et ça m'angoisse. Depuis le mois de février-mars de cette année, j'ai fait une rechute d'anxiété. Voilà.
Tous ceux que je côtoie vous le diront, malheureusement je suis une personne qui est comme ça, je suis une personne qui est anxieux de base, de nature, et je ne peux rien prendre avec légèreté. Même si je fais absolument tout ce que je peux pour le cacher, je suis stressé, je suis anxieux, j'analyse tout à 1000% parce que c'est un mécanisme de survie. C'est comme ça que j'ai grandi en fait. J'ai grandi en ayant ces comportements et aujourd'hui ils ont la peau dure. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, Donc aujourd'hui, je souffre d'anxiété. Je ne souffre pas de troubles dépressifs, mais je me trimballe encore pas mal de troubles du comportement alimentaire. Aujourd'hui, j'ai pas mal de mal à m'alimenter lorsque je fais des crises d'angoisse. Aujourd'hui, moi, mes crises d'angoisse se caractérisent par, comme je vous l'ai dit, tous ces autres symptômes, même si j'ai plus la nausée. Maintenant, c'est un truc qui est différent dans mes crises d'angoisse, c'est que je n'ai plus la nausée. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai compris que mon cerveau se joue de moi. Et quand j'avais mes crises d'angoisse et que j'avais de la nausée, et que ça arrivait très souvent, au fur et à mesure des années, en fait, j'ai fini par me dire, et que, en fait, je ne vomissais jamais. Je n'ai jamais vomi à cause d'une crise d'angoisse. Il y a des gens à qui ça arrive. Je n'ai jamais vomi à cause d'une attaque de panique. Et au fur et à mesure des années, au fur et à mesure que ça m'arrivait, j'ai fini par atteindre ce recul où je me suis dit, tu n'as pas envie de vomir, ton cerveau est en train de te mentir. Donc quand je commence une crise d'angoisse, maintenant j'ai le recul nécessaire de me dire non, c'est ton cerveau qui est en train de te mentir, tu n'as pas envie de vomir. Et du coup, ça fait que la crise d'angoisse est beaucoup plus enrayable parce que je souffre encore d'émétophobie aujourd'hui, mais uniquement dans un contexte social. J'ai toujours cette phobie d'être malade, d'être vraiment que maintenant que ce soit vomi ou l'autre côté, vous voyez ce que je veux dire? J'ai toujours cette angoisse absolument permanente d'être humilié. Vous voyez, c'est plus le côté humiliation aujourd'hui qui me dérange à ce niveau-là. Donc on est vraiment plus dans une phobie qui est sociale. Et je commence à avoir mal au doigt, donc je vais saisir vraiment l'autre côté. Donc on est vraiment dans une anxiété qui est beaucoup plus caractérisée par le côté social, des situations sociales. Aujourd'hui, j'ai énormément de mal à aller au resto. C'est une angoisse. À aller boire des verres, c'est encore un peu compliqué pour moi. Et à tout simplement, en fait, aller dans des endroits où je ne sais pas où sont les toilettes. Voilà. C'est très intime, c'est très personnel que ce que je suis en train de vous raconter, mais en fait, si je n'en parle pas et si je n'explique pas ce que je ressens, comment est-ce que les gens qui me regardent peuvent s'identifier à mon problème? Vous voyez, il y a peut-être une personne qui est en train d'écouter ce que je suis en train de raconter depuis une demi-heure, qui s'identifie à 100% à ce que je dis, à ce problème d'avoir peur de ne pas savoir où sont les toilettes, à ne pas trouver un endroit à l'abri des regards pour être malade. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que c'est tellement irrationnel et c'est tellement irréel comme problématique que c'est très très difficile de s'identifier à une personne qui ne raconte pas réellement ce qu'elle endure. Si moi je vous disais juste, bah écoutez, je souffre d'anxiété, voilà, je suis stressé, bah ok Michel quoi, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec cette info? Mais moi ce qu'il faut aujourd'hui que je fasse, c'est que j'explique ces comportements, d'où ils viennent et pourquoi ils ont la peau dure aujourd'hui. Et comme ça peut vous permettre d'un côté de vous identifier à ce que j'ai vécu et en fait à dédramatiser la chose. Parce que quand je n'ai pas de crise d'angoisse comme par exemple maintenant, quand je suis pas stressé, j'ai le recul nécessaire pour me rendre compte que forcément ces choses sont irrationnelles et n'ont pas de fondement. Quand tu es malade, tu le sais et tu restes chez toi dans ton lit attendre que ça passe, c'est tout. Et il y a beaucoup de personnes qui quand sont stressées vraiment le ressentent dans leurs intestins. Et moi, c'est l'intégralité de mon problème. Voilà, aujourd'hui, malheureusement, mes angoisses sont encore liées à mon système digestif. Mais c'est comme ça, j'y peux rien. Et la seule chose que je peux faire contre ça, c'est me lancer. C'est aller dans des situations où j'ai peur, mais me lancer. Parce que je ne vais pas rester chez moi là, attendre que ça passe. Il est hors de question, écoutez-moi bien, il est hors de question que je laisse mon anxiété me dicter ma vie, me dire ce que je dois faire et me clouer au lit. Il est absolument hors de question que je me laisse faire, vous voyez. Et quand je suis arrivé au lycée, j'ai commencé à traiter donc cette angoisse, cette anxiété. Quand j'ai commencé à comprendre ce que c'était réellement, je l'ai traité comme un ennemi, comme une maladie, comme un cancer, quelque chose qu'il faut éradiquer.
Et encore aujourd'hui, j'ai ce truc de... en fait, je veux éradiquer ces comportements qui me font du mal, de ces peurs obsessionnelles et infondées. Mais aujourd'hui, l'anxiété, les crises d'angoisse, je les accueille. Je les accueille parce que c'est mon corps qui est en train d'essayer de me protéger d'une chose qui n'existe pas, certes. Mais c'est mon corps qui essaie de me défendre. Et même si c'est irrationnel, même si ça n'a pas de fondement, c'est quand même un signe que mon cerveau a un instinct de survie. Mon cerveau essaie de me protéger, vous voyez. Quand je traverse un réel danger, quand je traverse quelque chose, que je fais face à une situation qui est réellement dangereuse, ça m'a permis, parce que j'ai traversé ce genre de situation, comme tout le monde je pense, ça m'a permis aujourd'hui, cette anxiété et ces crises d'angoisse, d'avoir tellement de sang-froid, d'avoir tellement de recul sur la situation, que même quand quelque chose est en train de mal se passer, quand je suis dans une situation délicate, sujette au stress, et que tout le monde est en train de se faire avoir par son stress, ça me permet moi de réfléchir et de prendre des décisions basé sur l'ordre de la réflexion et non de l'émotion. Ça me permet d'appréhender des situations de danger avec beaucoup de recul et avec beaucoup de réflexion et de pas du tout me laisser avoir par mon stress. Ce qui me permet en fait littéralement de carry les situations d'angoisse, quoi. Si un jour il y a un problème de, je sais pas, de terrorisme ou je me fais attraper dans la rue, on essaie de me tabasser pour me racketter mon iPhone, et je suis capable de gérer ces situations sans me faire détruire par l'angoisse du moment. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, finalement, il y a eu tout ce côté où mon angoisse m'a énormément gâché ma vie, mais il y a aussi le côté où ça m'a permis de survivre à énormément de choses, à énormément de situations dans ma vie. Donc voilà, mon anxiété et moi, aujourd'hui, on cohabite. Aujourd'hui, on apprend à vivre l'un avec l'autre. Mon anxiété a été mon ennemi pendant très très longtemps. Je l'ai très très souvent considéré comme un espèce de cancer, vous voyez, qu'il faudrait éradiquer par la thérapie. Aujourd'hui, je vois ça plutôt comme simplement une partie de moi-même, simplement un trait de personnalité, une manière que j'ai moi de fonctionner aujourd'hui. Et aujourd'hui, quand je rencontre des gens nouvelles à qui j'explique ce trouble qui est donc propre à moi, si ces personnes ne sont pas compréhensives, si ces personnes ne comprennent pas que c'est ma manière de fonctionner, je n'ai rien à faire avec ces gens. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne vais pas m'entourer de personnes qui ne me comprennent pas ou qui n'essaient même pas de me comprendre, parce qu'il y a à comprendre et essayer de comprendre. Le mot de la fin que je vous dirais, c'est que je suis une thérapie actuellement pour pouvoir justement cohabiter avec cette angoisse, cohabiter avec ce stress et vivre avec l'anxiété. Donc vous l'aurez compris, aujourd'hui je suis toujours atteint d'anxiété. Et je crois que je commence à accepter que c'est la manière dont je vais vivre ma vie tout simplement en fait. Et que la seule chose qui est dans mon pouvoir aujourd'hui, c'est de travailler là-dessus et en tout cas me donner les moyens de faire un peu taire cette partie de moi-même et d'appréhender les situations peut-être avec moins d'angoisse et moins de stress. Parce qu'aujourd'hui, dès que je fais une chose nouvelle, dès que je fais par exemple un long trajet en voiture, je sais pas, je prépare un plat avec un ingrédient que j'ai jamais travaillé, j'en sais rien moi, que je vais bouffer au McDo où je suis pas trop certain des conditions de préparation des aliments, ça me permet quand même d'avoir un recul et me dire, écoute, s'il y avait vraiment un problème, tu le ressentirais, alors on se calme, on respire, tout va bien. Donc je suis une thérapie pour pouvoir traiter ce petit souci. Ce petit souci, c'est un grand mot. Et c'est pas facile parce qu'on évolue tous dans un monde aujourd'hui où on est sujet à l'anxiété, où on nous met énormément de pression pour n'importe quoi en fait. Et c'est très très difficile de garder son sang-froid dans ce genre de moment. Mais aujourd'hui, j'ai envie de me donner les moyens d'y arriver, j'ai envie de me donner les moyens de vivre ma vie avec le moins d'angoisse possible. Malheureusement, j'ai quand même une partie de moi qui est consciente qu'il y aura toujours ce truc-là en moi, et c'est ok, c'est valide en fait. Et si la personne que j'ai en face n'est pas capable de comprendre ça, casse la tienne, ciao, on se reverra dans le bus, quoi. Tu vois ce que je veux dire?
Je vais adresser à la fin donc du coup de ce podcast, c'est-à-dire maintenant, je vais adresser un message donc aux personnes atteintes de troubles d'anxieux, troubles anxieux, et aux personnes qui donc aident quelqu'un à traverser ce trouble anxieux. Sache que tu n'es absolument pas seul. Il y a énormément de personnes comme toi et moi, comme moi et toi. Il y a énormément de personnes comme toi et moi qui traversent ce problème aujourd'hui, qui ont donc des problèmes qui leur sont propres, des crises d'angoisse qui leur sont propres, qui leur appartiennent, qui donc traversent ça de la manière qu'ils peuvent, mais tu n'es absolument pas seul, absolument pas. Sache que il y a des personnes autour de toi, même si tu as du mal à le voir, qui t'aiment et qui veulent t'aider et qui t'aident de la manière qu'ils le peuvent. Tu vois ce que je veux dire ? Ne sois pas dur envers toi-même. Essaie de prendre un petit peu de recul sur la situation. Et je vais pas te sortir la phrase bateau du « ouais, le temps fera les choses ». Je suis parfaitement conscient qu'il y a des jours où c'est dur. Il y a des jours où c'est vraiment très compliqué. Et commence à célébrer les petites victoires. Si aujourd'hui, l'épreuve a été de te sortir de ton lit, quand tu es arrivé à sortir de ton lit, eh ben, félicite-toi. Si tu n'es pas réussi à sortir de ton lit aujourd'hui, c'est pas grave. C'est pas grave. Demain est un autre jour et on verra bien ce qui se passera. Si aujourd'hui, ta petite victoire a été de prendre un repas, félicite-toi aussi. Félicite-toi aussi, c'est super ce que tu fais parce que tu fais des efforts et tu te donnes les moyens d'aller mieux. Et s'il te plaît, célèbre ces petites victoires du quotidien parce que on leur donne pas assez de crédit et on se donne pas assez de crédit surtout. Parce que quand aujourd'hui la chose la plus difficile à faire c'est de brosser les dents, si tu y arrives, mais c'est super parce que tu es en train de faire des efforts et tu es en train d'aller mieux même si c'est très très lent pour toi. Tu es en train d'aller mieux. Ne te mets pas trop de pression pour aller mieux. Essaie vraiment d'avoir suffisamment de recul pour t'aimer et pour t'autoriser à aller mieux. Si tu es une personne qui a regardé cette vidéo dans le but d'aider quelqu'un qui est atteint de ce trouble anxieux, comme je te l'ai déjà dit en début d'épisode, tu peux aider une personne anxieuse à ton échelle. C'est-à-dire que la seule chose que tu pourras faire, c'est lui apporter du soutien. Tu ne pourras jamais guérir la personne. Peu importe à quel point tu essaies, peu importe l'amour que tu donnes à cette personne, jamais, au grand jamais, tu ne peux guérir quelqu'un qui est atteint de ce genre de troubles et des autres troubles mentaux. Mais bon, après ça ne me concerne pas, ce n'est pas de mon ressort parce que je ne suis pas atteint d'autres troubles que ça. Et s'il te plaît, ne t'oublie pas pour aider cette personne. S'il te plaît, garde en tête que tu ne peux pas avoir la responsabilité de la vie d'une personne entre tes mains. Ce n'est sain ni pour toi, ni pour cette personne. Alors, s'il te plaît, essaie de prendre du recul, de mettre les barrières nécessaires entre toi et cette personne, parce que tu dois toi aussi préserver ta santé mentale. Donc voilà pour cet épisode. Ça a été un épisode très très lourd au niveau émotionnel. C'est un épisode qui est vraiment, on rentre dans le vif du sujet. J'ai voulu parler un petit peu de mon expérience de préadulte, dans le sens où moi je suis en train de rentrer dans l'âge adulte avec ce pack-là, si vous voulez. Chacun arrive à l'âge adulte avec des cartes différentes. Moi je suis arrivé avec la carte stress. Donc voilà, c'est comme ça. Je vous souhaite un très très grand courage dans la guérison des choses dont vous ne parlez pas forcément. Sachez que vous n'êtes pas seul, sachez que vous avez des professionnels à qui vous pouvez parler, sachez que vous avez donc des numéros que je vous réaffiche juste ici, avec des personnes à qui vous pouvez parler. Vous n'êtes pas seul. Et si jamais vous avez besoin de parler à quelqu'un qui n'est pas donc une personne d'une plateforme ou un thérapeute, vous avez toujours la possibilité de m'envoyer un petit message sur Instagram. J'essaierai de vous répondre avec autant de bienveillance, d'honnêteté et de recul que possible.
Si vous avez, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser aussi en commentaire. Si vous avez n'importe quel commentaire à me faire sur cet épisode, que ce soit positif ou négatif, je prends, il n'y a aucun problème. Je vous souhaite à tous de guérir et je suis persuadé que vous y arriverez. Signé l'ami que vous ne connaissez pas encore.